Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette émission internationale sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de Radio France Internationale, émission réalisée en liaison avec le quotidien français Le Monde. Une personnalité aujourd'hui sur le plateau de cette émission, Gérard Longuet, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes une personnalité de l'opposition, vice-président de l'Union pour une majorité présidentielle, principale formation d'opposition actuellement en France. Vous êtes ancien ministre de la Défense. Avant de vous écouter, je dois préciser à nos auditeurs et téléspectateurs que nous avions conviés, puisque nous recevions la semaine dernière Anne Hidalgo, qui se présente à la mairie de Paris, comme vous l'avez comme vous avez pu le suivre. Nous pensions recevoir Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est son adversaire, donc qui va représenter le centre et la droite. Elle a souhaité ne pas participer à cette émission, compte tenu de conditions d'organisation. Nous en prenons acte et nous allons donc vous entendre, vous écouter. Merci d'être avec nous. Entretien que je vais avoir le plaisir de conduire avec Sophie Malibaud, de Radio France Internationale, et Christophe Chatelot du quotidien français Le Monde. Beaucoup de questions, je le disais, à vous poser sur la situation politique intérieure française. Nous n'oublions pas que vous avez été en charge de la défense française. L'actualité, notamment africaine, nous amènera à vous poser des questions. Peut-être, avant de vous entendre sur la situation de la France, petit rappel d'une semaine qui peut-être a embarrassé pas mal de vos amis politiques. Retour sur la conférence de presse de François Hollande, le président de la République française. Diviser pour mieux régner. À quelques semaines des élections municipales, le président sème le trouble dans la classe politique. Après sa conférence de presse, le malaise est général. Rupture consommée avec la gauche radicale, une majorité socialiste divisée par le recentrage social-démocrate du président et l'opposition perplexe après ses propositions dignes de l'ère Sarkozy, avec entre autres des cadeaux aux entreprises. J'ai proposé le pacte de responsabilité. Il a un principe simple, c'est d'alléger les charges des entreprises, de réduire leurs contraintes. Ou encore une baisse sans précédent des dépenses publiques. Entre 2015 et 2017, nous devons dégager au moins 50 milliards de plus. C'est beaucoup. Ça n'a même jamais été fait. La droite est bien déconcertée de voir François Hollande empiéter sur ses plates-bandes. Un président de gauche qui veut mener une politique de droite, faut-il applaudir ou bien fustiger un effet d'annonce? Entre les deux, le cœur des chefs de l'UMP balance. Les Français viennent d'assister en direct à une fantastique tentative de mystification. Je demande aux Français de ne pas tomber dans le panneau. La ficelle est trop grosse. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, lui, dit banco et n'exclut pas de soutenir le gouvernement quand il engagera sa responsabilité. S'il fait les 50 milliards, s'il fait les allègements de charges à 30 milliards, s'il va dans cette direction, écoutez, franchement, on aurait tort de ne pas le soutenir. Sur le plan international, après le Mali, l'intervention militaire en Centrafrique avait fait plutôt l'objet d'un consensus dans l'hémicycle. Mais l'opposition critiquait un budget de la défense en baisse et l'isolement international de la France pour ses opérations. Le président annonce du changement tout en restant vague sur les modalités. L'Europe va venir. Une force de maintien de la paix sera un moment décidé et viendra prendre le relais. Merci. Et pour terminer, le renforcement du couple franco-allemand pour la défense, mais aussi tous les grands projets du Sarkozy, on vous dit. Oui, retour donc sur cette conférence de presse. On voit bien embarras de votre famille politique. Certains disent banco. On y va, ça va dans la bonne direction. Et d'autres, peut-être, considèrent que, après tout, François Hollande reste définitivement illégitime à leurs yeux. Non, d'abord, le président de la République a été élu, il est parfaitement légitime, il a 5 ans de mandat, il change de cap, tant mieux. Il était sur une politique de la demande qui consistait... Donc vous applaudissez, vous, ce changement? Non, attendez, Hollande, on le voit depuis 18 mois. Ouais. C'est un homme qui annonce et qui ne suit pas toujours et dont la transparence n'est pas la vertu première. Il aimerait faire et puis finalement, il ne fait pas. Il nous annonce des choses qui ne sont pas suivies des faits. Donc vous ne le croyez pas? Je ne le crois pas. Je crois à la sincérité de ses intentions, enfin, ou j'espère la sincérité de ses intentions. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il s'en donnera les moyens. Or, donc, bénéfice du doute. Vous allez au bénéfice du doute. Nous avons des institutions. Le président, en France, peut décider une orientation
il faut ensuite voter des lois. Je prends un exemple très simple. Si vous voulez faire 50 milliards d'économies, il faut modifier des aides aux collectivités locales, modifier des transferts aux personnes âgées, à l'enfance, que sais-je, transferts aux entreprises. Il faut donc des lois. Et là où le véritable rendez-vous, c'est en effet celui de sa majorité. A-t-il ou n'a-t-il pas une majorité pour le suivre? Ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin, je le partage. Au Sénat, où le gouvernement n'a pas de majorité, bon, on a de l'opposition, parfois un petit peu malicieuse. Si il y a des textes vrais qui apportent un allègement pour les entreprises, qui ne soit pas un jeu de bonneteau. Vous savez, ce jeu où vous cachez tout et finalement rien n'a changé, à part les titres. Si c'est un véritable transfert de la charge du producteur vers le consommateur, c'est pas agréable pour le consommateur, mais c'est sans doute nécessaire pour la France. Nous l'aiderons. Je crains qu'à ce moment-là, François Hollande n'ait pas la majorité, ni au Sénat, certainement, ni même peut-être à l'Assemblée nationale. Christophe Châtelot, Le Monde. Jean-Louis Borloo parle de tsunami politique à propos du recentrage du président Hollande. Vous pensez que c'est un peu prématuré comme jugement? Et est-ce que ça laisse augurer une recomposition politique, une nouvelle majorité? Si François Hollande va au bout de la logique qu'il semble ouvrir, qui est de basculer des dépenses collectives du producteur sur le consommateur, c'est un vrai changement politique. Nous l'avions fait un peu, nous aurions dû le faire plus. S'il le fait vraiment, ce n'est plus sa politique et ce n'est sans doute pas sa majorité. Donc vous approuvez sur le fond son langage à destination des entrepreneurs? Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir le dispositif. Parce que nous avons été habitués, avec François Hollande, au paquet cadeau somptueux, avec un très beau ruban et une boîte immense, et puis à l'intérieur, pas grand-chose. Alors, attendons le rendez-vous législatif. Dans ce pacte, il y a du donnant-donnant. Alors, on va revenir sur le donnant-donnant. Mais moi, comme législateur, c'est mon rôle. Je vote des lois, les députés, les sénateurs votent des lois. Nous attendons de voir le gouvernement au pied du mur. Je prends un exemple récent, les retraites. Il annonce une réforme de retraite. Il n'y a aucune réforme de retraite. Il y a simplement des cotisations supplémentaires. Ce n'est pas une réforme. Donc, j'attends, comme la plupart des parlementaires de gauche et de droite, le contenu des projets gouvernementaux. En tout cas, il a réussi au moins déjà une chose, François Hollande, on le voit bien, on vient de l'entendre, c'est quand même cette opposition, elle est divisée. Oui. Vous ne profitez pas de la situation. Non, mais la division de l'opposition, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça va vous surprendre, mais elle est naturelle. Ah oui. Parce que l'UMP, théoriquement, c'était la famille rassemblée, comme l'indique le sigle. D'abord, c'est l'UMP, c'est le centre qui n'appartient plus à l'UMP, et puis ce sont des observateurs extérieurs. Donc c'est normal qu'il y ait cette division. Mais attendez, c'est tout à fait normal qu'on débatte d'un sujet. L'opinion publique de gauche ou de droite n'est pas une armée caporalisée. D'ailleurs, il y a un débat à gauche et il y a un débat à droite. Moi, j'appartiens à une droite libérale. J'ai envie que la France réussisse, et puisque François Hollande est président, je préfère qu'il nous présente des choses intelligentes. Donc je ne vais pas lui dire dès le départ, et pendant 3 ans, tout ce que vous ferez, on sera contre. C'est absurde. En revanche... Certains de vos amis disent ça. Oui, mais on n'a pas les mêmes tempéraments à l'intérieur d'une famille politique. Vous savez, les divisions, d'ailleurs, sont souvent beaucoup plus des divisions de tempérament entre les bienveillants et les pisse-froids, dirais-je, en quelque sorte. Bon, c'est une vraie division. D'ailleurs, elle existait avant, elle a toujours existé à droite, elle a toujours existé à gauche aussi. Vous avez des gens de centre-gauche qui se disent, tiens, on pourrait peut-être faire un bout de chemin avec la droite, et puis d'autres qui disent, par principe, c'est non. Bon, ça, c'est la vie politique. Ces divisions l'ont souvent mené dans le mur aussi, la droite. La droite division interne, et là on le voit, il y a l'ombre de Sarkozy permanente. Oui, mais finalement, la droite a quand même plutôt, à part 97 où elle a bêtement perdu le pouvoir par suicide tactique, elle a plutôt gouverné quand elle en avait la possibilité. En 86, en 93, j'appartenais à des gouvernements où nous avons appliqué notre programme. Bon, 95-97, 97, c'est la gauche à laquelle Jacques Chirac fait la courte échelle. Quand François Hollande Nicolas Sarkozy avait succédé à Jacques Chirac sur le thème d'une rupture, il a assez largement changé de rythme. Il n'a pas fait tout ce que ses amis espéraient, mais il a fait beaucoup dans un contexte de crise. Donc, vous savez, la différence de comportement, d'attitude, ce n'est pas un vrai problème, c'est la démocratie.
Oui, sauf que pour la prochaine échéance, c'est-à-dire les municipales qui sont là dans 2 mois déjà, ce qu'on voit sur Paris, c'est que les divisions, elles sont fatales. Elles risquent d'être fatales à la droite. La machine à perdre, comme on dit. Là, les élections, oui. En effet, Paris est quelque chose d'assez diabolique parce que... Et en même temps, c'est symbolique. On croit que Paris est une élection présidentielle à l'échelle de Paris, alors que ce sont des élections municipales dans 20 arrondissements où il y a 19 candidats qui ne sont pas candidats à la mairie de Paris. Il y a dans le 14e arrondissement notre candidate, qui est Nathalie Kosciusko-Morizet, et puis il y a 19 autres campagnes, et c'est vrai que harmoniser ces 19 autres campagnes n'est pas une affaire facile. Mais à Marseille, à Nantes, à Reims, que nous allons gagner, il y a une union et ça marche très bien. Donc, si vous voulez, c'est compliqué à Paris, mais cela a toujours été pour la gauche et pour la droite, parce qu'il y a une ambiguïté entre la réalité d'une campagne qui se fait dans 20 arrondissements et puis le sentiment médiatique, il faut un maire. Oui, il faut un maire, mais pour avoir un maire, il faut gagner dans les 19 autres arrondissements. Christophe, il y aura un autre scrutin qui est qui sont les élections européennes cette année. Oui. On annonce un score fantastique pour l'extrême droite. Premier parti de France, dit-on. Est-ce que ça peut polluer aussi les campagnes municipales? Est-ce qu'on peut s'attendre à des alliances ou pas? Ce que vous dites sur le score du Front National était sans doute vrai avant Noël. On sent aujourd'hui que les positions absurdes du Front National sur la sortie de l'euro, le retour au franc, avec immédiatement une charge de la dette qui double ou qui triple, les Français sont en train de se rendre compte que le Front National n'a simplement aucune solution. Oui, mais c'est un vote protestataire, on sait aussi qu'il attire. Deux choses. C'est pas son programme. Deux choses. Les extrêmes droites en Europe. La montée du Front National est cassée par ce principe de réalité parce que comment le Front National montait-il? Il montait parce qu'il empiétait un peu sur l'électorat, je dirais, de la droite gouvernementale, de la droite modérée. Cet électorat qui était exaspéré par la gauche, et notamment par le mariage pour tous, avait envie de voter contre à tout prix, il votait Front National, et cet électorat, 3-4%, est en train de se rendre compte que le Front National mènerait la France dans le mur. Alors le Front ne perd pas ses extrémistes, mais il perd ses ralliés. Et je pense qu'aux européennes, vous verrez, le Front National ne fera pas les scores que l'on annonce aujourd'hui. J'ajoute d'expérience, hélas, le temps, c'est que nous avons toujours eu aux européennes des percées fantastiques. Bernard Tapie a fait 15% des voix. Charles Pasqua, contre d'ailleurs Sarkozy, avait fait 15% des voix autant. Et souvenez-vous que le milliardaire Jimmy Goldsmith, avec Philippe de Villiers, avait lui aussi fait 15% des voix. Et il y a des écolos qui ont fait 10%, on ne les voit plus après. Même l'extrême droite est tout de même davantage ancrée dans la réalité politique et dans le terreau politique français. Elle est ancrée dans l'isolement. Et l'extrême droite française a une particularité, c'est qu'elle est ancrée dans un isolement parce qu'en définitive, elle est bien comme ça. Elle a envie d'être à part et elle sait très bien que si elle n'était pas isolée, elle perdrait ses électeurs. Gérard Longuet, vous avez vous-même, au tout début de votre carrière, une proximité idéologique avec cette extrême droite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites il est impossible d'avoir, la frontière ne peut pas être poreuse, il y a une sorte, pour reprendre l'expression de muraille de Chine, entre la droite de gouvernement et l'extrême droite? Il y a... oui, alors vous avez raison de rappeler qu'au moment de la décolonisation et lorsque l'Union soviétique était une union agressive avec une armée rouge à une étape de Tour de France de Strasbourg, j'étais très anticommuniste et j'ai considéré que la France n'avait pas fait que de mauvaises choses à l'extérieur de ses frontières. On tourne cette page, vous avez la gentillesse de rappeler que c'était il y a 45 ans. Absolument. Bon, maintenant, je voudrais revenir sur la porosité. Il y a un clivage profond, c'est que nous acceptons la démocratie et la construction européenne. Le Front National n'accepte pas la construction européenne et au fond n'accepte pas vraiment la démocratie. Peut-être un mot, nous sommes diffusés en ce moment dans le monde entier. C'est d'ailleurs pas qu'on accepte la construction européenne, nous la souhaitons, nous la voulons. Et eux, non. Nous sommes donc suivis actuellement ou écoutés dans des pays qui ont une tradition d'alliance politique, de composition. On peut penser à l'Allemagne, à la Belgique, etc. Pourquoi est-ce que la France ne parvient pas, par exemple, après le discours de Hollande, au fond, à rééquilibrer un gouvernement? Pourquoi est-il, la classe politique française, c'en est presque parfois, ça fait sourire certains de nos confrères, aussi manichéenne, on est pour ou on est contre? Vous avez raison, c'est une tragédie française et c'est lié, premièrement, à l'élection du président de la République au suffrage universel, deuxièmement, au quinquennat. Alors, élection suffrage universel, pour ou contre? Contre. Personnellement, je suis contre. Je considère que c'est une régression de la démocratie.
D'ailleurs, François Mitterrand était contre, simplement il l'a appliqué. La gauche était contre, elle l'applique. Et une partie de la droite libérale était contre le... Bon, on considère aujourd'hui que c'est irréversible, soit. Mais pour un régime parlementaire ? Moi, je suis les grandes démocraties ont des régimes parlementaires. Le président des États-Unis n'a pas la moitié des pouvoirs du président français. Madame Merkel est obligée d'attendre que la commission de la défense du Bundestag se soit exprimée avant d'envoyer des troupes. Et Cameron a fait la découverte qu'il n'avait pas de majorité pour aller en Syrie s'il le voulait. Et je trouve qu'une démocratie où l'on peut débattre entre citoyens majeurs et vaccinés, représentant le peuple tout entier, librement, sans attendre la parole divine, c'est quand même assez mûr comme attitude et comme exemplarité. Vous en avez souffert du temps où vous étiez ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy ? Alors, les institutions de la Ve République prévoient très clairement que le président est chef des armées. C'était d'ailleurs vrai sous la 4e et sous la 3e. Bon, la différence, c'est que sous la 5e, c'est opérationnel. Et donc, quand je suis rentré, nommé par Nicolas Sarkozy, ministre de la Défense, je savais que ma mission était d'appliquer la volonté du président de la République, c'est constitutionnel. En revanche, je considère que le Premier ministre est responsable devant le Parlement et qu'il doit avoir une autonomie. Et d'ailleurs, je vais même faire une remarque politique. Les présidents de la République, en France, n'ont pas de majorité absolue. C'est pas vrai. Ils ont une majorité politique qui est... Ce sont les voix du premier tour. 27, 28, 30%. Ça, c'est la 20% parfois, comme Chirac qui a été élu. Et parfois 20% en 2002, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Et ça, c'est son socle, c'est le socle politique du président de la République. Ensuite, il faut passer à 50. Et quel est le rôle du Premier ministre ? À mon avis, le rôle du Premier ministre, au service naturellement des institutions, c'est de faire en sorte que les 50% qui se sont regroupés en général négativement coopèrent ensemble. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a une faiblesse française, nous ne savons pas coopérer. Nicolas Sarkozy avait pratiqué ce qu'on appelait l'ouverture, qui était en réalité un débauchage. La véritable coopération, c'est les Allemands, à travers l'accord SPD, CDU, CSU, qui le montent. 300 pages, 3 mois de négociation. Et là, vous avez une vraie démocratie. Et moi, c'est cette démocratie que j'envie. Parce que apprendre par le président de la République, dans une conférence de presse, quelle est l'orientation de ma majorité, très honnêtement, je serais socialiste, j'en aurais gros sur la patate. Vous êtes nostalgique de la 4e République ? Je suis pas nostalgique, je suis admiratif des régimes parlementaires d'aujourd'hui, en Europe et dans le monde. Qui sont majorité, d'ailleurs. Qui sont majorité. Il n'y a pas de régime. Le régime présidentiel à la française est une exception française. Et vous le dites à vos amis à l'UMP, je suis contre ils me disent, oui Gérard, tu as raison d'avoir des idées, mais on ne changera rien, donc il faut faire avec. Ouais. Et ce sera qui, pour la prochaine fois, le candidat le plus naturel de la droite ? C'est Sarkozy, c'est Fillon, c'est pour vous, pour l'homme que vous êtes ? Si vous voulez, c'est franchement pas ma préoccupation, parce que je suis parlementaire. C'est-à-dire que moi, mon problème... Bon, on est entre nous, là. Mon problème, c'est la durée du travail, c'est la dépense publique, c'est remettre en cause un principe de précaution. Nous vous entendons bien, mais vous avez une petite préférence, monsieur Longuet ? Je veux dire, la seule chose qui m'intéresse sur le fond, et à ce moment-là, je reviens, quel est l'homme dont le tempérament lui permet de s'intéresser au fond ? Et de ce point de vue, je pense que c'est François Fillon. Mais est-ce que vous donc je ne dis pas que c'est le meilleur candidat. Je dis que c'est, de mon point de vue, l'homme qui s'intéresse le plus au fond des choses. Défendez le système des primaires. Ce qu'il a envisagé lors de cette fameuse conférence de presse, à ce moment-là, vous connaissez les affiches. Il y a des butoirs. Il y a des butoirs dans le système socialiste et c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Parce que le butoir principal, c'est qu'il ne remet pas en cause l'offre de travail. Or, la tragédie française, c'est que nous sommes moins nombreux à travailler par rapport à la population active, moins d'heures par semaine, moins de semaines par an, on commence trop tard et on arrête trop tôt. Si François Hollande donnait à la France la force de travail qui est par exemple celle de la population active des États-Unis, je vous rappelle qu'en France, il y a moins de 40% de population active sur la population totale. Aux États-Unis, c'est 50%. Si on regagnait ces 10%, on aurait réglé nos problèmes de productivité. Je n'ai pas l'impression que François Hollande en prenne le chemin. Et s'il en prenait le chemin, il n'aurait pas la majorité pour le faire. Voilà pour ce premier commentaire sur l'actualité politique de la semaine. Nous n'en avons pas fini, mais sur les antennes de RFI et sur celles de TV5 au pluriel de TV5 Monde, voici une synthèse de l'actualité. On vous retrouve immédiatement après Gérard Longuet dans International.
Retour sur le plateau d'International avec RFI, le quotidien Le Monde. Sur les antennes de TV5 Monde, nous recevons Gérard Longuet, vice-président de l'UMP, la principale formation d'opposition actuellement en France. Vous êtes également sénateur et ancien ministre de la Défense. Nous allons d'ailleurs parler d'International. Peut-être, je voudrais vous demander une réaction à propos d'un thème qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans les journaux. Il s'agit de l'affaire de la vie privée du président de la République, François Hollande. Je ne vous demande pas de commenter ses choix personnels, évidemment, mais est-ce que, puisque vous parliez tout à l'heure de votre grand scepticisme sur l'élection d'une sorte de monarque républicain au suffrage universel, est-ce que le statut de première dame a encore un sens aujourd'hui, quel que soit le nom de cette première dame ? À mon avis, dans la société française d'aujourd'hui, aucun. Si vous voulez, le concept de première dame avait un sens quand les couples reposaient sur des mariages constitués et durables. Bon, ce n'est plus la réalité de la société française aujourd'hui. Oui, depuis les années 80. C'est pas si long que ça. Vous savez, c'est pas si long que ça. Le mariage a d'ailleurs toujours changé. Il n'a jamais eu la même forme, d'ailleurs parce que l'espérance de vie n'était d'ailleurs pas la même. À partir du moment où on est libre dans les mœurs, et pourquoi pas, le statut de première dame n'a simplement aucun sens. Vous avez été choqué par le travail de la presse dans cette affaire ? Deux points de vue tout à fait différents. Quand vous écoutez la presse étrangère, elle attaque la presse française en disant « la presse française s'est auto-censurée ». Eh bien, moi, je préfère une presse qui s'auto-censure plutôt qu'une presse qui tire à vue. Nous ne sommes pas des saints, je ne prétends d'ailleurs pas à la sainteté. Je demande à être jugé sur mes actes politiques et pas sur mon comportement. Il est évident que si, d'une façon récurrente, j'étais alcoolique et je boxais les gendarmes qui me rappelaient à l'ordre, je pense que je me discréditerais. Donc il y a des choses que l'on ne fait pas quand on est investi d'une mission. Est-ce que vous pensez que cette affaire, cette histoire a un impact sur l'image de la France à l'étranger ? Oui. Malheureusement, oui. Mauvais ? Disons que ça nous rappelle le meilleur Félix Faure, pour ceux qui connaissent. Oui, qui est mort dans des conditions particulières à l'Élysée. Donc vous imaginez quelque chose comme ce qui se passe en Allemagne, où l'image de l'époux d'Angela Merkel est beaucoup moins mise en avant et on en fait là en plus c'est un cas particulier. Gerhard Schröder, je crois, s'est remarié 3 fois, et Oscar Lafontaine tout autant. Donc l'Allemagne est un pays beaucoup plus libre sur les mœurs. J'ai le sentiment qui s'en accommode. En France, il y a une sorte d'ambiguïté. Le concept de première dame, il est parfaitement monarchique. Mais la contrepartie de la première dame parfaitement monarchique, c'est qu'il faut jouer le jeu à fond et les deux. Manifestement, ce n'est pas le cas. Alors, à partir du moment où on n'est pas prêt à jouer le jeu, il ne faut pas jouer ce jeu-là. Est-ce que vous pensez que la sécurité du président dans une affaire comme celle-ci, et les quelques détails qu'on en a, est prise un petit peu à la légère? Est-ce qu'il y a des failles, des défaillances? Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Quand vous accédez à des responsabilités régaliennes, et a fortiori le président de la République, c'est la première responsabilité, vous ne vous appartenez plus. Votre agenda ne vous appartient pas. Et votre vie privée n'est simplement pas possible. Oui, mais il y a ceux qui font du footing, il y a ceux qui font du vélo. Oui, c'est ça. C'est ça. Le footing, le vélo, avec 2 gendarmes devant, 2 gendarmes derrière, un hélicoptère au-dessus, c'est pas franchement détendu comme climat. Le président Mitterrand était plus habile. Il savait s'extraire de la vie présidentielle. Et la presse ne fonctionnait pas de la même façon non plus. Et la presse ne fonctionnait pas de la même façon parce qu'il y avait beaucoup moins de journaux d'information, parce qu'il n'y avait pas Internet, parce qu'on ne photographiait pas à tout moment tout événement et ce n'était pas diffusé en temps réel au monde entier. Non, les temps ont changé. Si vous voulez, la sécurité et la multiplication de l'information, le président de la République fait ce qu'il veut, mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. Il doit avoir l'image de ce que l'on attend de l'autorité de l'État. On ne peut pas être un homme normal. Voilà, on ne peut pas être un homme normal. Il y a un devoir de réserve absolu. C'est racinien. Il faut relire Racine. Mais c'est pas un peu hypocrite ? Non, c'est une discipline. Si vous voulez, de temps en temps, par exemple, je suis un homme politique, je parle à des journalistes de temps en temps, j'ai envie de vous dire, mais attendez, votre question est stupide. D'abord, pas sur ce plateau, bien sûr. Pas sur ce plateau. Vous n'y connaissez rien. Pourquoi vais-je perdre du temps avec des gens pareils qui sont ignares? Bon, vous ne le faites pas, vous le pensez. C'est de l'hypocrisie? Non, c'est de l'éducation.
Alors, nous allons parler de l'international. Je voudrais vous poser une autre question d'actualité. Il y a cet après-midi à Paris une manifestation contre l'avortement. L'Espagne est revenue sur sa législation. Il y a une forme d'émotion et de mobilisation. Est-ce que vous pensez que, notamment en France, c'est une affaire qui est derrière nous, qui est résolue, sur laquelle il ne faut pas revenir, ou est-ce que le débat peut être relancé? Alors, sur le plan législatif, je considère que la loi Veil a été intégrée, est un moindre mal. Qu'il y ait ensuite, dans l'opinion, des débats sur la vie, où commence-t-elle, où s'arrête-t-elle, non seulement on ne peut pas l'empêcher, mais il n'est pas inutile d'y réfléchir, puisqu'il y a devant nous toute une série de défis liés à la maîtrise du corps et de la succession, GPA, PMA, et ainsi de suite. Tout ça va venir forcément à un moment ou à un autre. Ce sont des faits de société pour lesquels le législateur devra s'exprimer. Je ne partage pas cette manifestation d'aujourd'hui, parce que je considère qu'en France, on a un modus vivendi. Autre interrogation, il y a eu des manifestations très importantes à propos de ce qu'il était convenu d'appeler contre le mariage pour tous. Là aussi, si la droite revient aux affaires, c'est une question résolue aujourd'hui, pacifiée. On ne reviendra pas sur cette législation. Enfin, mon point de vue personnel est qu'il faudrait mieux revenir sur cette législation, parce que je trouve que le mariage est fait pour transmettre la vie. Ouais. Et pour élever des enfants. On ne va pas démarier les gens, M. Longuet. Le couple, il y aura une situation d'exception, c'est arrivé. Vous savez, il y a des changements de nationalité. Les Alsaciens, les Lorrains ont été allemands pendant 40 ans, puis sont redevenus français. Bon, les mariés, ils seront mariés, on ne va pas les démarier. On peut démarier, non, on ne va pas les démarier. Non, on ne va pas démarier du tout. Mais la question est, seul le couple hétérodoxe peut faire des enfants. Et peut les élever. Donc vous pensez qu'il est possible que ce débat se retrouve dans la vie politique? Si on me demande mon avis, moi je préfère que le mariage soit réservé aux couples qui peuvent faire des enfants sans que ce soit un artifice. Des questions internationales, notamment sur la place actuellement de la France, qui est sur plusieurs terrains d'opération. Je ne sais si Sophie ou Christophe veulent vous interpeller. Vous trouvez que la France a eu raison d'intervenir en Centrafrique et maintenant, que pensez-vous de la situation telle qu'elle se présente? Elle a eu raison d'intervenir en Côte d'Ivoire, elle a eu raison d'intervenir au Mali, puisqu'on parle de l'Afrique subsaharienne, et elle a eu raison d'intervenir en RCA. Est-ce pour autant facile? La réponse est non. Et les sujets sont-ils comparables? La réponse est non. En Côte d'Ivoire, il s'agissait, après 10 ans de guerre civile, de faire respecter une décision qui avait été reconnue, une décision du suffrage universel ivoirien reconnue par le système international et surtout par le système africain. On l'a fait. Le Mali, il s'agissait d'éviter qu'une minorité armée prenne un pouvoir qui était en déshérence. Nous l'avons fait. Je crois que le président Hollande a eu raison de le faire. C'était un système, je dirais pas simple, mais maîtrisable. Sur la Centrafrique, c'est beaucoup plus compliqué, parce que nous avons manifestement tous les éléments d'une guerre civile interne dans une grande ville qui n'est plus maîtrisée. Vous avez été ministre de la Défense. On a le sentiment qu'il y a eu une énorme erreur d'évaluation de la situation en Centrafrique. On a parlé au départ d'une opération coup de poing, une opération de police limitée dans le temps, limitée en nombre d'hommes. Et on est aujourd'hui face à une situation beaucoup plus compliquée qu'on semble découvrir. Comment est-ce que vous expliquez cette erreur? Je ne me l'explique pas. Je voudrais essayer d'excuser le président Hollande. Je pense qu'il fallait intervenir parce que le bain de sang était annoncé et nous n'aurions pas pu être, comme Rwanda dans le passé, les témoins impuissants d'un génocide annoncé. Bon. Donc il fallait y être. En y étant, réglions-nous la question par notre seule présence? La réponse est non. Et s'il y a eu une erreur, ou en tous les cas, pas une erreur, une faute, c'est dans la communication. Il eût fallu dire, au moment où les Français venaient, que c'était à la fois nécessaire et incertain. Et on a dit c'est nécessaire et c'est facile. C'est une erreur. C'est jamais facile. Parce que l'armée a un métier qui est de détruire des adversaires. Mais dans une affaire comme la Centrafrique, il n'y a pas d'adversaire identifié. L'armée joue un rôle de police, c'est-à-dire d'interposition. C'est sans doute l'exercice le plus difficile. On le savait dès le départ. Ça. Comment? On le savait au départ. L'armée française, les militaires avaient l'habitude de dire que la Centrafrique, en gros, c'était le pays qu'ils connaissaient le mieux. Avec un bémol, c'est qu'on pensait que le problème, c'était les Séléka, et qu'en les neutralisant, l'affaire se réglerait. Or, manifestement, l'essentiel des Séléka a été encaserné, c'est-à-dire neutralisé.
Et rien n'est réglé pour autant. Parce qu'en fait, c'était bien plus que les Séléka. Et parce qu'en fait, il fallait plus d'hommes, il fallait plus de toute façon, il fallait plus d'hommes. Militaires. Et surtout, il fallait un projet politique. Alors, le projet politique, regardez, le statut du président de Jotodia, on a mis 2 mois avant de le régler. Et il fallait le régler beaucoup plus rapidement. Parce que retenez 2 idées, enfin, moi je retiens 2 idées simples comme ancien ministre de la Défense. C'est que premièrement, l'armée est apte à détruire les adversaires et n'est pas apte à faire la politique. Il faut donc un projet politique. Et sur ce projet politique, vous savez que nous avons perdu du temps. Vais-je jeter la pierre au président Hollande sur ce sujet? Non, parce que je trouve que le courage d'intervenir dans l'incertitude est quand même mieux que de rester les bras croisés comme nous l'avons fait dans d'autres théâtres anciens. Du coup, vous jetez la pierre aux Européens, aux Américains, à ceux qui ne se joignent pas aux efforts des Français? Aux Européens, sûrement. Et j'ai eu des discussions avec des amis européens et il y a un profond malentendu. Ce malentendu procède de l'idée que les Français décident tout seuls et qu'ils ne consultent pas les Européens. Mais pour une raison très simple, c'est qu'en matière de crise de type centrafricaine, la décision elle doit être prise dans les 48 heures. Et il faut une unité de prise de parole. Or, et c'est là on revient sur les problèmes constitutionnels, les pays parlementaires ont des procédures plus longues, plus lentes, plus difficiles. Et vous voudriez qu'on soit dans ce cas-là? Oui, alors là, je reviens sur les institutions traditionnelles de la France, c'est que le président est chef des armées, et s'il y a un domaine réservé, c'est bien l'ordre international, parce que sur l'ordre international, d'abord, le président est moins contesté dans l'opinion française. Il y a en général, quelques exceptions près, une forme de consensus, parce qu'il y a une politique étrangère de la France qui est ni droite ni gauche, alors elle varie, mais enfin qui est quand même dominante. La difficulté, c'est que vis-à-vis des Européens, nous sommes dans l'action et nous avons les moyens de l'action. Et comme les autres, pardonnez-moi de le dire avec cruauté, n'ont pas les moyens de l'action, on se dit, mais à quoi sert de débattre avec le président slovène qui, de toute façon, pourra nous envoyer 12 gendarmes dans le meilleur des cas? Oui, mais les Britanniques, par exemple, ils ont joué un rôle au moment où Alors, c'est la différence entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est que Nicolas Sarkozy a su, par exemple, pour l'affaire libyenne, gérer avec Cameron, et donc avec la Grande-Bretagne, une attitude européenne qui a été cautionnée assez rapidement par un sommet européen de chefs de gouvernement. Dans l'affaire de la Côte d'Ivoire, nous étions dans l'application de résolution des Nations Unies. Dans l'affaire centrafricaine, on a eu une résolution des Nations Unies, mais nous n'avons pas cherché à avoir une caution européenne. Je pense très honnêtement que le président Hollande n'a pas cherché à le faire. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, permettez-moi de le dire, comme le Mali avait bien marché, sans doute s'est-il dit que ce n'était pas une mauvaise opération que d'apparaître comme un homme décidé. C'est le retour d'une certaine forme d'ingérence dans ce que l'on appelait le précaré africain. Cette avec des nouveaux moyens, mais elle n'est pas scandaleuse. Elle n'est pas scandaleuse. Nous avons des cadres africains dont aujourd'hui encore l'immense majorité parlent notre langue, ont été formés chez nous, connaissent la situation française aussi bien qu'un Français et parfois mieux, et se retournent naturellement vers nous pour investir, pour les conseiller, pour les accompagner et parfois pour les réconcilier entre eux. Et donc que la France ait une présence en Afrique, c'est une évidence, c'est un devoir et c'est son intérêt. Donc je suis complètement partisan d'une coopération. Alors qu'ensuite, cette coopération passe par des traités ratifiés par les parlements, oui, et c'est fait maintenant. Qu'il n'y ait pas de réseau obscur, il y en aura toujours, mais si les décisions se font comme elles ont été faites pour le départ de Jotodia par des réunions africaines, très bien, avec des chefs d'État qui sont autour d'une table, très bien. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de payer, en quelque sorte, ce qui s'est passé au moment de la Libye, ensuite les effets secondaires de la crise libyenne, puisqu'on sait très bien que ce qui se passe au Mali est un peu effet dérivé de la chute de Kadhafi et des conditions dans lesquelles ça s'est passé, que même pour la Syrie, les Chinois, les Russes réagissent maintenant pour prendre le contre-pied de ce qui s'est passé à propos de la Libye. On est en train de gérer les suites là, de la crise libyenne. Vous avez parfaitement raison. En ce qui concerne la Libye, nous avons été très volontaristes. Nous avons été accompagnés immédiatement par l'Angleterre. Les États-Unis nous ont dit, si vous voulez le faire, faites-le, on vous aidera, mais on a déjà pas mal de soucis. Les Russes, les Chinois suivaient les Russes. Les Russes nous ont dit, bon, Kadhafi est insupportable, mais pas plus. Et l'enchaînement a fait
que les Russes ont eu le sentiment d'avoir été un petit peu mis devant le fait accompli. Mais sur la Syrie, est-ce qu'il aurait fallu que la France... Et réciproquement, ça explique que lorsque nous avons vu faire quelque chose sur la Syrie, les Russes qui ont des raisons de fond de soutenir Bachar el-Assad, et sur lesquelles on peut revenir... militaire, notamment. Oui, et puis d'une façon générale, le gouvernement russe se méfie du monde musulman sunnite. Et la Russie a fait le choix, non pas des chiites, mais le choix de l'Iran, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, même si l'Iran est chiite. Tout semblait être en place pour une intervention, des frappes, une intervention rapide, jusqu'au moment où les Américains ont laissé la France au milieu en rase campagne. Est-ce qu'il aurait tout de même fallu y aller ? François Mitterrand a dit lors de sa conférence de presse qu'on avait les capacités. François Hollande. Non, c'était insensé. Je pense que la position de Hollande sur la Syrie était une position de va-t-en-guerre qui était tout à fait honorable devant les massacres, l'émotion devant les massacres. Je vous rappelle que c'était les bombardements à l'arme chimique qui avaient suscité sa réaction. Donc sa réaction était naturelle, compréhensible. Ce n'était pas une réaction qui pouvait entraîner une action décisive. Et les Américains nous ont vraiment mis dans une situation ridicule. C'est-à-dire de nous dire « allez-y » pour ensuite négocier directement avec les Russes. Parce que s'il fallait négocier avec les Russes, on l'aurait fait tout de suite et on l'aurait fait aussi bien qu'eux. Et j'ajoute que notre intérêt est de parler aux Russes parce que les Russes sont beaucoup plus européens que ne le seront jamais les Américains. En effet. Une question qui fait peut-être la synthèse avec ce dont nous parlions, c'est-à-dire la situation intérieure française et les projections à l'international de l'armée française. Grosses économies sur le budget de l'armée, vous aviez vous-même connu cela. C'est ce troisième budget de la France, donc on le rappelle après l'éducation nationale et la dette, qui porte la plus lourde charge en matière de réduction d'effectifs. Est-ce que la France est en train, au fond, de se fragiliser en allant plus loin dans ses économies, où vous dites, bon, ok, elle est arrivée à un seuil que de toute façon, il aurait fallu que nous-mêmes, si on avait été aux affaires, on fasse? La France est pour la première fois de son histoire dans une situation exceptionnellement favorable en matière de défense. Nous ne risquons plus l'invasion. Or, la défense, en France, qu'on le veuille ou non, comme d'ailleurs dans la plupart des pays, c'est d'abord la protection du territoire. Après, on a le droit et le devoir de regarder plus large. De se projeter, comme de voir qui sont nos alliés, où sont nos intérêts. La mer, l'Afrique, l'Europe, les Balkans, la Méditerranée. Mais ce n'est pas la même chose que l'invasion du territoire français. Pendant des siècles, un jeune Français savait qu'il ferait la guerre avec son voisin, avec l'anglais, avec le habsbourgeois ou avec l'allemand. Aujourd'hui, il n'a pas ce risque. Donc la France choisit librement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit rien faire. Ça veut dire que son choix n'est pas sous la même contrainte que par le précédent. Et c'est la raison pour laquelle je ne trouve pas complètement anormal qu'on réfléchisse à l'organisation militaire. Avec quand même un bémol majeur. C'est que quand vous arrêtez un effort militaire, vous ne pouvez plus le reprendre. C'est-à-dire que diminuer le budget de défense pendant un certain temps parce que le pays ne peut pas, ça peut se comprendre. Mais le jour où vous cassez des carrières d'officiers, des carrières de sous-officiers, le jour où vous cassez un effort constant comme la dissuasion, le jour où vous cassez des unités de combat, parce que pour avoir de bonnes unités de combat, il faut des traditions. C'est-à-dire qu'il faut des combattants qui combattent de génération en génération. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des guerres pour avoir des régiments. On en est là, la situation que vous décrivez, la situation actuelle, on a cassé l'appareil? Non, on n'en est pas là encore. On n'en est pas là encore. La France a fait bonne figure en Afghanistan. Elle a fait bonne figure en Afrique chaque fois qu'on l'a sollicité. On a vu que le matériel souffrait beaucoup. Oui, absolument. Elle est présente sur les mers et elle est respectée en matière de dissuasion au niveau technologique. La dissuasion n'étant d'ailleurs qu'une démonstration technologique. Faut-il qu'elle la garde, cette arme nucléaire? Puisque vous dites qu'elle ne risque plus l'invasion. Il faut garder l'arme nucléaire comme un symbole, comme l'expression d'une volonté de liberté. C'est une volonté de liberté. C'est pas trop coûteux, c'est pas suranné, il n'y a plus de bloc soviétique, il n'y a plus... Ça coûte allez, peut-être 2 fois ou 3 fois le déficit des intermittents du spectacle. Les intermittents du spectacle, c'est 1 milliard.
La dissuasion, ça doit être 3 milliards. La TVA sur la restauration, ça a dû coûter 5 milliards. Donc il faut faire des choix. Personnellement, je considère que la dissuasion, c'est un choix de liberté de long terme. Même si vous nous dites que ce n'est pas indispensable, d'un point de vue militaire. Ça permet d'être assis autour de la table des 5 grands. Et de compter. Et d'être respecté des 4 autres. Vous venez de dire qu'on avait fait bonne figure sur l'Afghanistan. 2014, c'est l'année fatidique. Les présidentielles en même temps que le retrait de la coalition d'Afghanistan. Et on le voit, il y a encore eu des morts au cœur de Kaboul il y a quelques jours. Donc maintenant, on estime que le travail est fait. Il n'y a plus besoin de veiller à se projeter aussi loin. Permettez-moi de le dire en un mot, le drame afghan dépasse, hélas, et c'est la raison de la tragédie pour ce peuple, le territoire de l'Afghanistan. C'est l'Inde, c'est le Pakistan, c'est naturellement l'Iran. C'est la Russie. C'est la Chine. Et la Russie, mais la Russie maintenant, elle est plus loin. En tous les cas, c'est certainement le Pakistan et l'Inde. Et ce malheureux pays souffre de ce que ses voisins ne lui pardonnent pas d'être indépendant. Mais donc on a eu raison d'aller se projeter si loin ? Alors, c'est une autre affaire. Nous avons été en Afghanistan par solidarité avec les États-Unis d'Amérique après le 11 septembre. Peut-être une interrogation qui va avec ce que nous vous demandions sur l'arme nucléaire. Est-ce qu'il faut réviser, justement, le Conseil de sécurité de l'ONU ? La France a une place, on ne bouge pas. Ça bougera pour l'éternité. Pour l'éternité, on reste avec 5 puissances qu'on voyait à la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas un Africain, il n'y a pas un Latino. Never say never, mais je suis un homme politique français qui veut la construction européenne. Je ne vois pas la nécessité absolue, contrairement à ce qui a été dit, y compris dans mon camp, d'ouvrir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi ? Un grand Africain, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de puissance militaire mondiale. Il y a des grands pays africains, pays très intéressants, la Nigeria, l'Afrique du Sud. Bon, sur les 2 pays africains subsahéliens qui comptent. Allons-y, Brésil, Inde, etc. Oui, mais si vous prenez le Brésil, le Brésil, comme d'ailleurs la plupart des pays émergents, sauf l'Inde, enfin, même l'Inde, ce sont des pays qui n'ont pas de vision globale et à tout prendre. Non, mais ils ont 1,5 milliard d'habitants. Oui, d'accord, mais s'ils restent chez eux, ils ne sont pas des acteurs du système mondial. Une autre interrogation qui a fait polémique à propos de la défense française, ce milliard pour moderniser le Mirage qu'on n'a jamais vendu en dehors de la France, le Rafale, pardon, à qui que ce soit. On a fait le Rafale pour l'armée française d'abord et avant tout. Il se trouve que le Rafale a un énorme inconvénient. On espérait le vendre. Il est trop sophistiqué, il est trop cher, C'est un avion de combat. Ouais. Et la plupart des pays qui n'ont pas acheté le Rafale sont des pays qui ne combattent pas. La Suisse, l'Autriche, le Brésil. Bon. Ensuite, il y a les pays qui combattent. Le principal pays qui est exposé à un risque militaire et qui peut acheter le Rafale, c'est l'Inde. Et c'est d'ailleurs lui qui est candidat à acheter le Rafale. Pourquoi ? Parce que ses relations avec la Chine ne sont pas très faciles, et ses relations avec le Pakistan, encore moins. Donc, les autres pays qui peuvent acheter le Rafale hésitent. Parce que acheter un Rafale, d'une certaine façon, ça veut dire qui frotte s'y pique, ça c'est l'aspect défensif, ou bien l'aspect offensif, je suis prêt à vous envoyer quelque chose chez vous. À l'utiliser. Mais ce n'est pas un échec industriel, quoi. Non. Sur le plan, si vous voulez, alors c'est un échec échec commercial. Oui, mais si vous voulez, pour la France, le Rafale coûte moins cher que serait une participation à l'Eurofighter, qui coûte plus cher aujourd'hui et qui ne vole pas beaucoup, et coûterait beaucoup moins cher que ce que les Américains proposent à leurs alliés. Et j'ajoute, pour avoir une indépendance technologique nationale. Donc l'affaire est bon. J'irai pas plus loin parce que pour des raisons personnelles, je suis de mauvaise foi. Bien, merci d'être venu nous voir sur le plateau d'International. Gérard Longuet, une actualité, on l'a vu, qui nous amènera très probablement à commenter à nouveau ce qui se passe dans la vie politique française et dans la vie internationale. Merci à mes collègues d'avoir également été sur ce plateau, Sophie Malibaud et Christophe Châtelot du Monde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'International.